Année 1976. Utica, État du Michigan, États-Unis. Un homme de 27 ans rentre chez lui. Une journée ordinaire. Une vie ordinaire. À un moment donné, plusieurs hommes s'approchent de lui. Ils le plaquent au sol. Il essaye de se dégager, mais il a les bras tordus dans le dos et le visage écrasé contre le sol. Il a des coupures au menton et sur l'os malaire droit. La partie intérieure de sa lèvre inférieure est déchirée. On lui attache les mains et les pieds, on le transporte dans une petite pièce et on le jette sur un lit. Et pendant les 3 jours suivants, ses mains restent continuellement attachées dans le dos. Le but est unique, le forcer à renier sa foi. Lorsqu'il refuse de parler ou de manger, l'un des ravisseurs le menace d'une série d'injections. Plus tard, dans sa déclaration, il écrira qu'il s'est senti. À un certain moment, il ne se sentait plus comme un être humain, mais comme un animal pris au piège. Il s'appelle Arturo Rosell. Et l'un des noms de ceux qui, selon la déclaration sous serment d'Arturo Rosell, ont participé à sa détention est Steven Hassan. Retenez bien ce nom, vous en entendrez encore parler aujourd'hui. Octobre 1981, Ohio, États-Unis. 2 jeunes femmes d'une vingtaine d'années rentrent chez elles. 2 hommes les arrêtent, comme s'ils voulaient demander leur chemin. Une seconde plus tard, ils pulvérisent du gaz lacrymogène au visage de l'une d'elles et entraînent l'autre vers une camionnette. À l'intérieur de la camionnette se trouve son père. Ensuite, ils l'emmènent à 400 miles au sud, dans une cabane en Alabama. Plus tard, la jeune femme raconte que, durant les 7 jours suivants, elle a été exposée à des violences physiques et sexuelles. Pour le viol de sa fille et les violences commises sur elle, il paiera. Ses parents ont payé $8 000. Février 2008, Tokyo, Japon. Elle ne pèse désormais même plus 40 kilos. Elle est devenue totalement incapable de se souvenir avec précision du jour exact où nous sommes aujourd'hui. Elle se rappelle seulement, avec une grande clarté, de l'année précise où tout a commencé pour elle. Elle a été retenue captive dans cette obscurité pendant une période interminable de 12 ans, puis encore 5 années supplémentaires. Moi. Il s'appelle Toru Goto. La raison de ces 12 ans et demi d'emprisonnement était qu'il était membre de l'Église de l'Unification. Plus tard, un tribunal japonais a reconnu les actes de ces ravisseurs comme illégaux et leur a ordonné de lui verser 22 millions de yens de dommages et intérêts. Mais cet argent ne lui rendra pas les 12 ans et demi de vie qu'on lui a volés. 29 décembre 2017, Hwasan, Provence. Nous sommes en Jeolla du Sud, République de Corée. Une jeune femme de 27 ans, Ji In-gu, monte dans une voiture avec ses parents. Ils lui ont dit qu'ils partaient pour un voyage en famille. Ils l'emmènent dans un centre de loisirs isolé, l'attachent et la mettent dans une pièce verrouillée. Peu de temps après, elle sera morte. L'autopsie révélera qu'elle est très probablement décédée d'un arrêt cardiaque et respiratoire causé par une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène. Ses parents seront poursuivis pénalement pour sa mort. Le 28 janvier 2018, plus de 120 000 personnes sont descendues dans les rues de Séoul et d'autres grandes villes de Corée du Sud avec une seule exigence: que ce qui est arrivé à Ji In-gu ne se reproduise plus jamais pour personne. Différentes histoires, différents pays, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, différentes décennies et différentes victimes. Et à première vue, elles n'ont rien en commun. Pourtant, toutes ont été, à un moment de leur vie, enlevées, retenues contre leur gré et exposées à des violences physiques, psychologiques et, dans certains cas, sexuelles. La question principale est donc: qu'est-ce qui relie la détention violente d'un homme dans le Michigan en 1976, les violences sexuelles commises sur une jeune fille en 1976, l'Ohio en 1980, les 12 années d'emprisonnement à Tokyo et la mort d'une jeune femme en Corée du Sud en 2017? Qu'ont-ils en commun, en dehors de la violence elle-même? La réponse est que toutes ces histoires ne sont pas des crimes isolés, ni de simples coïncidences. Ce sont des manifestations documentées d'une même pratique transnationale, qui porte un nom propre:
constamment idéologie, un cercle d'idéologues et de créateurs, un réseau d'exécutants, ainsi qu'une structure internationale ramifiée. La déprogrammation. C'est une pratique qui s'est formée dans le cadre du mouvement anti-secte aux États-Unis au début des années 1970. Son principe reposait sur le fait qu'une personne était, par la force, à travers l'enlèvement, l'isolement, de pression physique et psychologique, de privation de sommeil, de famine, de menaces, et dans de nombreux cas documentés, même de violences sexuelles. Forcé d'abandonner ses convictions religieuses, idéologiques ou politiques, préalablement qualifiées de destructrices. Et c'est précisément ici, si vous vous souvenez de l'épisode précédent, que nous retrouvons un schéma déjà connu. Dans la vidéo précédente, il a été question de plusieurs faits. Premièrement, le réseau transnational anti-secte, dont la figure centrale est, selon les faits disponibles, Alexander Dworkin, n'est pas né de nulle part. Son modèle idéologique, d'après les informations attestées dans des sources accessibles au public, a été importé au début des années 1990 en Russie, depuis les États-Unis. Deuxièmement, Dworkin lui-même a publiquement confirmé dans une émission russe que le partenaire américain avec lequel il collaborait manifestement était le réseau d'information sur les sectes, le Cult Awareness Network, ou CAN. C'est précisément cette organisation dont la faillite juridique est survenue après une plainte civile de plusieurs millions déposée par l'une de ses victimes. Troisièmement, Steven Hassan est l'une des personnalités clés associées à la formation du discours anti-secte en Occident. C'est justement ce Steven Hassan, dont le nom figure dans la déclaration sous serment d'Arturo Rosella, dans la première des 4 histoires que vous venez d'entendre. À présent, des questions se posent, auxquelles je vais tenter de répondre aujourd'hui. Qui est le vrai Steven Hassan ? Pas l'image publique de l'expert respecté sur l'influence indue, qu'il façonne lui-même à travers ses apparitions télévisées, ses podcasts, ses conférences et ses livres. Mais la personne dont le nom apparaît dans des documents judiciaires et dans les témoignages de victimes de déprogrammation forcée, comment une méthodologie directement liée à des enlèvements, des violences et des décès, d'abord aux États-Unis puis en Russie, a-t-elle été transformée en une pseudo-discipline scientifique dont les concepts sont aujourd'hui utilisés par des experts d'État, des procureurs et des juges? Et surtout, comment la principale figure idéologique puis architecte de ce système dont nous venons de voir les premières manifestations à travers les 4 histoires évoquées, est devenue une personne dont le propre profil psychologique, reconstitué par l'ancien agent du FBI, James Ressler, dans son livre, correspond à celui d'un criminel en série. Pour pouvoir répondre à ces questions, il est nécessaire de faire un pas en arrière. À l'époque où le futur modèle russe anti-secte n'était encore qu'en gestation et où Alexandre Dworkin entrait en contact avec sa source américaine, c'est précisément ici que les observations de James Ressler prennent une importance particulière. Si nous voulons comprendre non seulement la forme institutionnelle ultérieure de ce système, mais aussi ses fondements méthodologiques originels, nous devons étudier attentivement la période américaine. De la vie de Dworkin. Ce n'est pas un hasard si Ressler consacre un chapitre distinct à cette période dans son livre « Maniaque contre Dieu ». Et déjà, le titre de ce chapitre fournit une clé pour comprendre toute la structure qui suivra. Déprogrammation. C'est précisément ce chapitre qui contient la clé pour comprendre toute la structure qui suivra. Déprogrammation. C'est précisément ce chapitre qui contient la clé pour comprendre la structure du réseau anticulte transnational actuel dirigé par Alexandre Dworkin. Ressler. Lorsqu'il a essayé de découvrir quel modèle Dworkin avait rapporté des États-Unis en Russie en 1992, il est tombé sur une interview de Dworkin dans l'émission télévisée russe Remiko du 16 avril 1996. Avec un bandeau indiquant « employé du patriarcat », docteur en théologie Alexandre Dworkin, il déclare avec assurance face à la caméra « Je savais que c'était… »
Я американский гражданин, у меня американский паспорт, и у меня все американское образование. С какой организацией вы прежде всего сотрудничаете? Она называется сокращенно CAN, это Cult Awareness Network, это сеть по распознаванию культов. А как же ее темное прошлое? Я не стал бы вот так вот действительно их осуждать. Il est absolument primordial de souligner que ces termes revêtent une importance capitale. Afin de saisir toute la profondeur et la subtilité de leur signification originelle, il devient alors tout à fait indispensable de chercher à identifier avec une extrême précision l'identité exacte des individus ou des groupes auxquels Dworkin faisait explicitement allusion au moment précis où il a formulé cette déclaration particulièrement marquante selon laquelle il ne les condamnait pas. Le réseau d'information sur les cultes, abrégé en CAN, était une organisation que l'on peut considérer comme le noyau structurel du mouvement antisecte américain des années 1970 à 1990. Ted Patrick est considéré comme le fondateur de cette organisation. C'est justement cette personne dont le nom est déjà apparu dans mes vidéos précédentes. Dès le début des années 1970, la presse américaine le décrivait comme le chef d'un réseau spécialisé dans la déprogrammation qui ramenait de force aux parents leurs enfants adultes issus de nouveaux mouvements religieux. Patrick lui-même qualifiait cette activité de déprogrammation, tandis que les critiques et les tribunaux qualifiaient souvent de tels actes d'enlèvement, de privation illégale de liberté et de détention forcée. Patrick se vantait publiquement de l'ampleur de ses activités. Le magazine En 1975, Steim rapportait qu'il avait réalisé 1 millier de déprogrammations. Et en 1980, l'agence UPI évoquait 2600 cas. En fait, cela avait donné naissance à un business lucratif. La facture pour les services de Patrick pouvait atteindre jusqu'à 25 000 $. Jusqu'en 1980, les montants avaient effectivement grimpé à un niveau qui, aujourd'hui, serait considéré comme une somme à 6 chiffres. Dans l'affaire Susan Wirth, les sources mentionnent une récompense de 27 000 $, ce qui représenterait aujourd'hui environ 100 000 $. Les tribunaux américains ont condamné Patrick à plusieurs reprises pour enlèvement, privation illégale de liberté, coups et blessures et agressions. Lorsqu'on lui a rappelé un jour que ces méthodes violaient la protection garantie par le premier amendement de la Constitution des États-Unis, il a répondu, selon des publications d'archives, que la liberté de religion était selon lui l'une des plus grandes escroqueries que le monde ait jamais connues. Retenez bien cette citation. Nous y reviendrons plus tard. C'est justement cet homme qui est à l'origine du deuxième des 4 récits avec lesquels j'ai commencé cet épisode. L'affaire de Stephanie Rickmüller, octobre 1981. Fils. Selon les témoignages et les documents de la procédure pénale, la jeune fille a été violée pendant 1 semaine par l'un des déprogrammeurs, tandis que sa propre mère se trouvait dans la pièce voisine. Cette opération a été organisée par Ted Patrick. Selon le témoignage de John Sweeney, ancien directeur exécutif de l'organisation antisecte CFF, de nombreux déprogrammeurs entretenaient des relations sexuelles avec leurs victimes. Et pendant la déprogrammation, ils consommaient des drogues. Voilà la pratique, voilà l'environnement, voilà les personnes à propos desquelles Dworkin a déclaré en 1996 à la télévision russe. Je ne les condamnerai pas. Et c'est justement autour de Ted Patrick et de ses partisans qu'est née, dans les années 1970, une organisation qui, pendant des décennies, est restée le centre de cette pratique transnationale et violente. Derrière le nom neutre et académique de « réseau d'information sur les cultes », se cachait, selon les analyses des chercheurs, un mécanisme de pression commercialisé, fonctionnant selon un schéma proche du chantage. L'ensemble du schéma peut être divisé en plusieurs étapes. Première étape, par le biais d'écrits, de publications et de la diffusion coordonnée de la rhétorique antisecte dans les médias, Ken, avec la participation de milliers de personnes partageant et diffusant davantage les idées antisectes autour de certains groupes, créait l'image d'un prétendu culte dangereux. Dans l'opinion publique, cela instaurait une atmosphère de peur, de méfiance et d'hostilité, préparant ainsi le terrain à la discrimination, à la pression et à l'agression envers le groupe déjà désigné.
En 1991, leur liste comprenait plus de 200 organisations religieuses. Deuxième étape, les parents, effrayés par la propagande sur le lavage de cerveau et la zombification, et convaincus que leurs enfants, souvent déjà majeurs, étaient sous le contrôle de groupes préalablement désignés comme des sectes, se tournaient vers Ken pour demander ce qu'on appelait de l'aide. Troisième étape, en réponse, Ken orientait les parents vers ce qu'on appelait des spécialistes, aux déprogrammations. Des personnes qui, selon des documents judiciaires et des témoignages, étaient associées à des enlèvements, à la privation illégale de liberté, ainsi qu'à des violences psychologiques, physiques et, dans de nombreux cas, sexuelles. Quatrième étape, les déprogrammeurs étaient payés par les familles pour avoir effectué la déprogrammation. Ensuite, et c'est extrêmement important, une partie de ces fonds revenait à l'organisation Ken sous forme de dons prétendument caritatifs via la structure NARDEC, le Conseil national pour le développement des ressources et de l'économie. Des chercheurs indépendants et d'anciens employés de Ken, dont les témoignages ont été cités sur la plateforme CESNUR, ont directement qualifié le NARDEC de nœud financier clé de ce système et de mécanisme central de redistribution des fonds obtenus par les déprogrammeurs. Il s'agissait en fait d'un cycle fermé de récompenses financières pour la suppression des droits et libertés humains fondamentaux, ainsi que pour la violence psychologique, physique et sexuelle qui en découlait. L'atmosphère de menace et de danger créée par les représentants de la structure anti-secte américaine, en constante expansion, préparait de nouveaux clients pour Ken. Les déprogrammeurs profitaient du simple fait C'est au cours de l'année 1995 que ce groupe particulier s'est officiellement formé pour la toute première fois, marquant ainsi le début d'une aventure collective qui allait durer pendant de très nombreuses années à travers le monde entier, tout en restant fidèle à ses racines initiales et à sa vision créative d'origine. Cependant, ce schéma s'est effondré. L'affaire Jason Scott contre Rick Ross, un membre de 18 ans d'une église pentecôtiste, a été enlevé par des déprogrammeurs agissant au nom de l'organisation CAM. Selon les documents judiciaires, ils lui ont mis des menottes, lui ont scotché la bouche avec du ruban adhésif, l'ont retenu de force dans une camionnette et lui ont assigné un garde du corps engagé de 136 kilos, qui, par son poids, devait le maintenir sous contrôle. À l'issue du procès, le jury a rendu un verdict selon lequel les accusés avaient agi délibérément ou en faisant preuve d'une ignorance consciente des conséquences. Leurs actes ont été jugés d'une nature si scandaleuse et d'un degré d'extrême gravité qu'ils dépassaient toutes les limites de la décence et devaient être considérés comme pervers et totalement inacceptables dans toute société civilisée. De la société civilisée. Sur la base de cette conclusion, le jury a accordé à Scott une indemnisation de 4 875 000 $. Ken a déclaré faillite et a été légalement dissoute. Il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'une conséquence juridique liée à une activité étroitement associée à la pratique du déprogrammation forcée. Je rappelle que c'est précisément avec cette organisation, selon ses propres déclarations, qu'Alexandra Dworkin collaborait principalement avec elle lors des émissions télévisées russes. Et c'est justement de ce milieu, de cette méthodologie et de ces pratiques de pression qu'est issue la personnalité à laquelle est consacré l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Stéphane Hassan se présente sur la scène médiatique internationale comme un expert de premier plan sur les sectes, le contrôle mental et l'influence indue. Il est invité sur CNN, Fox News, BBC et dans les émissions d'Oprah et de Larry King Live, et il est cité dans des quotidiens comme The New York Times, The Washington Post ou USA Today. Il se présente comme un ancien membre haut placé de l'Église de l'Unification, affirme qu'il est devenu chef de secte en 3 mois, se présente comme enseignant à la faculté de médecine de l'Université Harvard
et affiche sur son site internet la médaille de Jérusalem. Prétendument une distinction nationale d'Israël pour service exceptionnel. Il convient toutefois de souligner qu'en vérifiant les faits, il s'agit d'une autopromotion renforcée par le statut. Dans celle-ci, les différentes réalités, rôles et épisodes biographiques sont assemblés de manière à construire l'image la plus avantageuse possible d'un expert internationalement reconnu et d'une autorité morale qui dépasse le cadre de ce que l'on peut institutionnellement. Sam Hassan décrit sa transformation en expert des soi-disant cultes sur un ton très dramatique. Selon sa propre version, alors qu'il était membre de l'Église de l'Unification, il a été impliqué dans un accident de la route et pendant sa convalescence, il a été soumis à une déprogrammation organisée par sa famille. Dans le récit ultérieur de sa vie, il présente précisément cet épisode comme un moment décisif. L'illumination, après laquelle il aurait pris conscience qu'il se trouvait sous l'influence destructrice d'une secte. En 1976, seulement quelques mois après que ses parents l'ont sorti de l'Église de l'Unification et ont engagé des déprogrammeurs pour le reprogrammer, Steven Hassan est lui-même devenu déprogrammeur, comme l'indique une version archivée de son propre site web. La vérité, c'est que dans les années jusqu'à j'ai participé à une douzaine d'opérations de déprogrammation visant des membres de la secte de Moon. La première des histoires évoquées au début de cet épisode est justement liée à lui, Arturo Rosell, membre de l'Église de l'Unification, âgé de 27 ans. Novembre 1976, État du Michigan. Ces histoires honnêtes, la déclaration publiée sur le site de Cesnur est un document dans lequel Rosell affirme sous serment « On lui a attaché les mains et les pieds. Pendant 3 jours, on ne lui a pas permis de dormir. Durant toute cette période, ses mains sont restées attachées dans le dos. À la fin du 3e jour, ses mains étaient enflées et couvertes d'hématomes. » Les spécialistes professionnels de la déprogrammation, Steven Hassan et Ellen Lloyd, se relayaient dans le but de me forcer, par la violence, à renoncer à mes convictions religieuses. En réaction à mon refus de manger et de communiquer, Steven Hassan m'a menacé de me soumettre à une série d'injections. Il est également remarquable que, selon une version archivée du site officiel de Hassan, il déclare lui-même J'admets qu'en j'ai participé à une tentative de déprogrammation de Rosell. pour Rosell à la fin de la 2e semaine. Cependant, son cas n'était pas unique. D'autres cas similaires ont également été documentés. Le cas de Claire Kelly en décembre, Peterborough, New Hampshire. Hassan y jouait le rôle de principal déprogrammeur. La victime était retenue dans une chambre dont les poignées de porte avaient été retirées. Une surveillance constante était assurée à l'entrée et il n'y avait aucune intimité. Le cas de Lorne Salah. Le magazine Freedom ainsi que la revue Stand rapportent que 3 hommes ont fait irruption dans la chambre de motel, ont violemment jeté la victime hors du lit et l'ont menacé de lui briser les jambes. S'ensuivirent 9 jours de terreur psychologique. Hassan a été appelé lors de la phase finale pour briser sa volonté. Après que le premier, ainsi des sources accessibles au public font également état de tentatives d'incitation à faire de fausses déclarations en toute connaissance de cause. Arturo Rosell, dans son affidavit du 8 novembre 1991, a déclaré que Hassan lui avait demandé de signer une déclaration sous serment pré-rédigée qui aurait réfuté les accusations antérieures de Rosell à l'encontre de Hassan. Selon les informations publiées, a-t-il envoyé à Arturo Rosell son livre « Libération de la violence psychique », un message manuscrit avec les mots « J'ai désespérément besoin de votre aide », une déclaration sous serment pré-rédigée et mensongère à signer
contenant une affirmation que Rosell disait être fausse, à savoir qu'il n'y avait jamais eu de situation où M. Hassan m'aurait enlevé, battu, privé de sommeil, menacé d'une série, ou s'est comporté cruellement envers moi. Rosell a refusé cela. Dans une déclaration publique, il a ensuite exprimé sa position sur toute l'affaire. Ve veřejném prohlášení pak své stanovisko k celé věci vyjádřil zcela jednoznačně. Il est essentiel de s'exprimer d'une façon qui soit absolument et parfaitement limpide pour tout le monde. Absolument toutes les personnes ici présentes doivent pouvoir comprendre chaque détail sans aucune ambiguïté possible. Ces épisodes sont importants non seulement comme une série d'accusations individuelles ou d'histoires scandaleuses isolées. Pris dans leur ensemble, ils révèlent quelque chose de bien plus fondamental. Au début Pendant des années, le nom de Steven Hassan a été associé dans les sources accessibles au public, non plus à une aide abstraite aux personnes qui se seraient retrouvées dans des soi-disant sectes, mais à la pratique concrète du déprogrammation forcée, avec des détentions violentes, une pression psychologique, des menaces, des violences physiques et sexuelles, de la torture et des tentatives ultérieures de prendre ses distances avec ce passé au niveau documentaire. Et c'est précisément pour cette raison que les événements du milieu des années 90 ne sont manifestement pas devenus pour Hassan une simple nouvelle crise de réputation, mais le moment où tout ce modèle nécessitait une révision publique immédiate. Après l'échec juridique de Ken en 1996, dont l'utilisation publique du terme déprogrammation est devenue toxique. Aux États-Unis, ce concept était déjà fermement associé aux enlèvements, aux violences et à des procès de plusieurs millions de dollars. Le mot lui-même a commencé à se retourner contre ceux qui continuaient à pratiquer cette méthode. D'après l'analyse des données accessibles au public, c'est précisément à ce moment-là que Stephen Hassan a réalisé sa manœuvre publique la plus significative. Hassan a décidé d'utiliser des expressions euphémiques comme conseil de sortie et intervention stratégique pour désigner ses actions manifestement intrusives, tout en cherchant à obtenir une formation universitaire afin de dissimuler son passé trouble, rapporte le magazine Freedom. La pratique du déprogrammation forcée prend un nouveau nom, plus doux, conseil de sortie. Cela désigne l'aide apportée pour quitter des groupes, désignés comme des cultes prétendument destructeurs. La détention forcée devient une intervention familiale. La perturbation systématique de l'identité religieuse se transforme en aide à la restauration de la liberté de pensée. Selon l'analyse réalisée, c'est précisément cette étape qui a fait passer Hassan du statut de déprogrammeur à celui d'expert respecté. Le nom a changé, mais la nature a-t-elle changé aussi ? Comme le rapporte Cult News et de nombreuses autres publications, Hassan lui-même écrit dans son livre Combating Cult Mind Control: l'intervention violente peut être laissée comme dernier recours, au cas où toutes les autres tentatives échoueraient. En d'autres termes, ce passage de son propre livre peut être interprété comme le fait qu'il ne renonce pas formellement aux méthodes violentes, mais qu'il les classe simplement parmi les moyens de dernier recours. Selon l'analyse des données accessibles au public, le principal produit intellectuel du nouveau Hassan, post-déprogrammateur, devient le modèle BIT, acronyme pour le contrôle du comportement, de l'information, de la pensée et des émotions. L'organisation Freedom of Mind, fondée par Hassan, le présente comme un système permettant de reconnaître le contrôle autoritaire de l'esprit. Tandis que dans son travail de thèse, Hassan présente le modèle BIT comme une méthode scientifiquement fondée pour évaluer la pression psychologique et l'influence inacceptable. Ce modèle est présenté comme un outil scientifique permettant d'identifier les sectes destructrices et il est actuellement utilisé dans les documents du FBI sur des ressources liées au ministère de la Justice des États-Unis ainsi que dans le cadre de programmes fédéraux axés sur la lutte contre la traite des êtres humains.
proti obchodování s lidmi. Cependant, une analyse indépendante révèle ce qui suit. Premièrement, la thèse de doctorat de Hassan, sur laquelle le modèle Byte est formellement fondé, repose sur un échantillon obtenu via la plateforme SurveyMonkey. Les personnes interrogées étaient uniquement celles qui se considéraient déjà elles-mêmes comme des victimes de sectes. Cela peut être interprété comme un exemple classique de biais de confirmation, une erreur méthodologique où le résultat est déterminé à l'avance par la composition même du groupe étudié. L'un des critiques compare cela au fait de demander à un coiffeur si les gens ont besoin de plus de coupes de cheveux. Deuxièmement, les critères du modèle BIT sont tellement larges qu'ils peuvent englober pratiquement toute organisation structurée, entreprise, parti politique, religion traditionnelle ou réseau commercial. Hassan a publiquement qualifié de secte l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les adventistes du 7e jour, les partisans de Donald Trump, les participants à l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021, les opposants à la vaccination, le réseau de salles de sport SoulCycle, ainsi que la famille royale britannique dans l'affaire Meghan Markle. Dans sa critique du livre de Hassan, The Cult of Trump, le magazine Publishers Weekly a indiqué que la conception de Hassan est tellement vague qu'elle englobe pratiquement tout ce que les politiciens font habituellement. Et troisièmement, la notion de lavage de cerveau et de contrôle mental, sur laquelle repose le modèle Byte, a été rejetée aussi bien par les principales associations scientifiques aux États-Unis que par les tribunaux. En 1987, l'Association américaine de psychologie a refusé de soutenir le rapport de son groupe de travail DIMPAC sur le contrôle mental, précisément en raison du manque de fondement scientifique de leurs concepts clés. Le tribunal fédéral, dans l'affaire États-Unis contre Fishman, a statué que la théorie de la persuasion coercitive appliquée aux groupes qualifiés de sectes n'était pas suffisamment fondée scientifiquement pour être admise comme preuve devant les tribunaux fédéraux des États-Unis. En 2010, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté qu'il n'existe aucune définition scientifique généralement acceptée de ce qu'est le contrôle mental. Le cas le plus emblématique est la décision dans l'affaire Kendall contre Kendall. La juge Christine Arms a examiné la demande d'exclusion de Hassan en tant qu'expert judiciaire et a statué comme suit. Les théories concernant le lavage de cerveau, si l'on veut les appeler ainsi, ou le contrôle mental, ou encore les sectes, que les experts entendaient présenter dans leurs témoignages, n'ont pas obtenu de reconnaissance générale au sein de la communauté scientifique. Je retire à M. Hassan la qualification d'expert dans le domaine des sectes et du contrôle mental. Bien que la juge Arms ait accepté d'examiner une partie du témoignage de Hassan concernant une communauté religieuse spécifique, elle a ajouté une précision qui apparaît rarement dans la pratique judiciaire à l'égard d'un soi-disant expert. J'accorderai beaucoup plus de poids au témoignage des membres de l'Église du Christ de Boston. Je n'ai l'intention d'accorder que peu ou pas du tout de poids au témoignage de M. Hassan. Cette décision de justice est presque jamais mentionnée lorsqu'on présente Hassan comme expert dans les médias. Pourtant, elle est essentielle pour comprendre l'ensemble de sa carrière. Si l'on se base sur les documents analysés, son autorité publique ne repose pas sur un modèle solidement ancré dans la psychologie académique ou la pratique judiciaire, mais sur son expérience en tant que participant au milieu antisecte ou la pratique judiciaire, mais sur son expérience en tant que participant au milieu antisecte et sur un appareil conceptuel comprenant des notions telles que le lavage de cerveau et le contrôle de l'esprit. Parallèlement à son activité d'expert public, Hassan s'est construit une pratique privée très lucrative. Selon les informations publiées par le site Cult News, ses honoraires s'élevaient généralement jusqu'à $500 de l'heure ou $5 000 par jour. Après des critiques publiques, ils ont été réduits à $250 de l'heure ou $2 500 par jour, $200 de l'heure pour la préparation au procès et $1 500 par jour pour la prestation de témoignages d'experts.
En avril 2012, Hassan a reçu une injonction d'explication du Conseil d'enregistrement des professionnels apparentés dans le domaine de la santé mentale du Massachusetts. L'un des clients s'est plaint que Hassan avait épuisé ses économies et que les conseils prodigués étaient traumatisants, épuisants et nuisibles. L'affaire a été transmise au parquet. En même temps, une violation de la confidentialité a été constatée. Hassan a publié sur son site internet et sur les réseaux sociaux une lettre contenant les noms de 2 anciens clients. Le conseil de licence a qualifié ce comportement de non professionnel, sapant la confiance dans la profession. La logique de ce système devient évidente lorsqu'on examine de plus près le mécanisme intégré au modèle BIT. Toute résistance de la part du client est interprétée comme une influence persistante de la secte, ce qui sert ensuite de justification à d'autres séances payantes. On peut comparer cela à un cycle sans fin de monétisation du traumatisme, où le client devient à la fois financièrement et psychologiquement dépendant de l'expert chargé de le libérer. C'est précisément ici qu'il devient évident que nous ne parlons plus seulement d'une histoire isolée concernant un expert en secte médiatisé. La figure de Hassan nous amène à un niveau bien plus large, à la question des risques systémiques pour les institutions démocratiques. Il s'agit du fait que la méthodologie anti-secte ne se limite pas uniquement à la sphère religieuse. Comme le montre l'analyse des documents examinés, il s'agit d'un mécanisme universel de stigmatisation qui peut être appliqué pratiquement à tout groupe uni par des opinions, des intérêts ou des formes d'identité collective communes. Dès lors que de telles opinions sont qualifiées de destructrices, que leurs partisans sont considérés comme zombifiés et que leurs dirigeants sont qualifiés de gourous sectaires, une procédure standard de pression est déclenchée. Étiquetage, stigmatisation, panique médiatique, légitimation par des experts et mesures administratives ou juridiques. Je vais donner un exemple concret avec le cas de Steven Hassan. En 2019, Steven Hassan a publié le livre Le culte de Trump. Des millions de citoyens américains qui ont voté pour le président des États-Unis de l'époque n'y sont pas présentés comme des citoyens ayant certaines opinions politiques, mais comme des adeptes d'une secte dangereuse et destructrice. Voici comment s'exprime Hassan lui-même, selon le site Frank Report, lors de l'une de ses interviews. En tant que natif de New York, j'ai toujours considéré Donald Trump comme un escroc, un misogyne et un raciste. En 2021, Hassan a déclaré publiquement sur CNN: En fin de compte, toute l'Amérique a besoin d'être déprogrammée, car nous avons tous été négativement influencés par Donald Trump. À la lumière de l'histoire documentée de ce que l'expert en déprogrammation entend par ces mots, cette déclaration prend un tout autre sens. Et seulement quelques années plus tard, Hillary Clinton tenait des propos similaires, appelant à une déprogrammation formelle des partisans du mouvement MAGA, qu'elle qualifiait de membres d'une secte. Voici un exemple concret de la façon dont les récits anti-sectes dépassent le cadre des polémiques religieuses et pénètrent dans l'espace public au sens large. Au départ, une terminologie similaire apparaît en marge de la société, dans le milieu des soi-disant combattants contre les sectes, où des termes comme secte, zombification, lavage de cerveau ou déprogrammation servent d'outils de stigmatisation. Ensuite, ce langage est repris par des individus socialement actifs, des personnalités publiques, des commentateurs et des politiciens. À partir de là, il ne fonctionne plus seulement comme une étiquette déshumanisante, mais aussi comme un mécanisme de légitimation initiale. Le public est progressivement amené à ne plus percevoir des groupes entiers de personnes comme des porteurs d'opinions et de droits, mais plutôt comme des objets qui auraient prétendument besoin d'être sauvés, corrigés ou neutralisés. Které údajně potřebují záchranu, nápravu nebo neutralizaci.
Dans cette logique, la rhétorique initialement marginale des activistes anti-sectes accède progressivement aux plus grandes plateformes médiatiques, puis à la sphère institutionnelle, c'est-à-dire là où des termes comme secte et déprogrammation cessent d'être de simples étiquettes émotionnelles pour commencer à fonctionner comme des arguments quasi juridiques. C'est précisément de cette manière qu'un précédent dangereux est créé. Sous prétexte de protéger la société ou la sécurité psychologique, l'appareil de stigmatisation commence à s'appliquer non seulement aux communautés religieuses, mais aussi aux mouvements politiques, aux groupes sociaux et à tout porteur d'opinions différentes. Et remarquez que dans ce contexte, nous ne parlons pas seulement de Donald Trump en tant que personnalité publique, ni en tant que personne privée. Nous parlons ici du président en exercice des États-Unis d'Amérique. Posez-vous la question légitime. Pourquoi les autorités chargées de l'application de la loi ne protègent-elles pas le chef de l'État, qui est systématiquement exposé à des manipulations destructrices, à des attaques médiatiques coordonnées et à une déshumanisation publique? Pourquoi le système des autorités chargées de l'application de la loi et de la protection des droits de l'homme, qui déclare la protection des citoyens comme son objectif, ignore-t-il systématiquement les faits documentés concernant les activités de réseaux organisés dont les méthodes présentent des signes de violation du droit à la liberté de conscience et de religion, l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la discrimination fondée sur la conviction religieuse, la persécution organisée de citoyens en raison de leurs convictions, l'influence systématique sur les autorités judiciaires et administratives au profit de structures privées, la violation du principe d'égalité de tous devant la loi, alors que ce sont précisément ces pratiques qui représentent une menace pour les libertés démocratiques fondamentales. Pourquoi tolère-t-on l'existence d'une structure qui s'inspire méthodologiquement de pratiques ayant déjà conduit par le passé à des régimes autoritaires et à des catastrophes dont les victimes se comptent par millions? En effet, compte tenu de tous les faits mentionnés ci-dessus, on peut percevoir cette situation non seulement comme un défi lancé à Donald Trump en tant qu'individu, mais aussi comme un défi adressé à l'ensemble du système judiciaire, dont la mission est de protéger les droits et libertés de ses propres citoyens. C'est précisément pour cette raison que les déclarations publiques ultérieures de Hassan méritent une attention particulière. Le journal Art Voice a rapporté ce qui suit. Lors d'une émission en direct en septembre 2025, Hassan a déclaré à propos du président des États-Unis « Les gens le verront tel qu'il est vraiment, comme un trafiquant d'êtres humains. Et nous avons déjà des preuves sérieuses qu'il avait un penchant pour les jeunes filles mineures. Il était lui-même un trafiquant d'êtres humains. » Lors de la même émission, il a également ajouté « Je critique Donald Trump et je le qualifie de narcissique malfaisant, ce qui correspond au profil typique de tous les leaders de sectes destructrices, basés sur l'image d'Adolf Hitler. » Ces déclarations paraissent particulièrement paradoxales et suscitent un malaise supplémentaire lorsqu'une autre couche d'informations importantes concernant Steven Hassan entre en jeu. Sur son site internet, il indique ce qui suit. En 2009, Stephen a été invité en tant qu'orateur au symposium national du programme Amber Alert pour les enfants disparus, organisé par le ministère de la Justice des États-Unis, où il a expliqué pourquoi les victimes ne s'enfuient pas et comment les auteurs d'enlèvement d'enfants persuadent leurs victimes de rester. En 2013, Hassan a formé plus de 600 membres des forces de l'ordre au Centre régional commun de renseignement en Californie sur la question de la traite des êtres humains. En d'autres termes, Stephen Hassan se présente publiquement depuis de nombreuses années comme l'un des principaux défenseurs des enfants contre les abus sexuels et la traite des êtres humains. Cependant, la confrontation de ce rôle public avec les liens documentés dans des sources ouvertes révèle une contradiction systémique qui dépasse largement le cadre de simples coïncidences. Selon l'analyse présentée par James Tressler dans son livre « Maniaque contre Dieu », le site web Freedom of Mind de Hassan contient des liens vers des ressources d'Anton Hein,
Hassan recommande publiquement Ain comme une ressource utile. Il s'abonne à sa newsletter Religion Blog et le cite comme un expert. En retour, Ain fait la promotion de Hassan de manière similaire. Mais qui est vraiment Anton Hain? Selon des articles de Cult News et des documents judiciaires du comté de San Bernardino, en Californie, Anton Hain a plaidé coupable en 1994, dans une affaire pénale, d'une infraction à la moralité à caractère sexuel envers une mineure, sa propre nièce, âgée de 13 ans. Le procès-verbal de la troisième audience pénale du 22 juillet 1994, la déclaration de culpabilité confirmée lors de l'audience publique et la décision de justice du 13 mai 1995 sont des documents publics. Après avoir purgé une partie de sa peine, Ain a enfreint les conditions de sa libération conditionnelle et s'est enfui des États-Unis vers Amsterdam. Le mandat d'arrêt émis par le shérif du comté de San Diego pour son arrestation immédiate sans possibilité de libération sous caution est, selon les informations disponibles, toujours en vigueur à ce jour. Pourtant, depuis de nombreuses années, Hain se présente comme un expert des sectes et il gère le site web Apologetics Index. Et il convient de le souligner tout particulièrement, ce même portail d'Anton Hain, Apologetics Index, figure parmi les sources recommandées sur le site officiel du Centre Saint-Irénée de Lyon, dirigé par Alexandre Dvorkin. En d'autres termes, la plateforme médiatique d'un pédophile condamné, qui selon Cult News se cache à Amsterdam, est recommandée comme source experte sur la question des sectes, aussi bien par le Centre américain de Hassan que par le Centre russe de Dvorkin. Une autre figure importante dans le cercle idéologique antisecte de Stephen Hassan est Jorge Erdely Graham. Sur la base de l'enquête de la journaliste mexicaine San Juana Martinez, relatée dans son livre « Enfants à vendre » et de nombreuses publications, Jorge Erdely Graham a créé en 2000 un réseau d'environ 40 foyers pour enfants, qui opérait au Mexique sous la bannière d'organisations caritatives chrétiennes. En 2008, après que l'adolescente Brenda Bernal Hernandez se soit échappée du foyer pour enfants Refugio d'Amor et fourni un témoignage, les autorités mexicaines ont mené une enquête. Sur la base des résultats de l'enquête, ce réseau a été identifié comme une infrastructure criminelle servant au trafic d'enfants, à l'exploitation sexuelle, aux adoptions illégales et, selon des sources accessibles au public, également au trafic d'organes. Au moins 25 mineurs ont disparu de l'établissement. 7 personnes liées à ce réseau ont été arrêtées. Erdely Graham a fui le Mexique et est toujours recherché au niveau international. Selon les autorités mexicaines, certains enfants ne sont toujours pas retournés dans leur famille. Le fait essentiel pour cette analyse réside dans ce qui suit. Avant l'éclatement du scandale public, Erdely Graham n'était pas une figure marginale du milieu antisecte. Il était membre du conseil consultatif de l'ICSA, l'Association internationale pour l'étude des sectes, qui regroupe formellement le mouvement antisecte américain et est étroitement lié aux organisations FECRIS et aux Rassirs russes sur l'étude des religions. C'est précisément cette organisation qui est devenue la successeur de la CAN. Erdely Graham intervenait en tant que conférencier invité lors des conférences antisectes organisées par l'ICSA. Selon le recueil officiel de la conférence annuelle internationale de l'ICSA, qui s'est tenue du 22 au 24 juin 2006 à Denver, dans le Colorado, Stephen Hassan ainsi que Jorge Erdely Graham sont intervenus en tant que conférenciers lors de cette même conférence. En d'autres termes, Hassan est intervenu sur la même scène que l'organisateur d'un réseau de trafic d'enfants, le considérant comme un collègue reconnu dans le domaine. Après que le nom d'Erdely Graham a été associé à des documents relatifs à des activités criminelles, l'ICSA a rapidement supprimé toute mention de lui de son site web et de ses publications, ce qui correspond à la procédure habituelle du milieu antisecte envers les personnes compromises.
Bien qu'Ardely Graham se soit enfui précisément aux États-Unis et au Canada, les médias occidentaux ont pratiquement ignoré cette affaire. Hassan, qui se présente dans l'espace public comme un défenseur de longue date des enfants, n'a jamais publiquement condamné son ancien collègue des conférences anti-secte, qui était lié à la traite d'enfants. En plus de ces deux personnes déjà mentionnées, associées au réseau anti-secte, à la violence sexuelle et à la traite d'enfants, il est important de mentionner encore un autre personnage. Selon des témoignages recueillis dans des documentaires accessibles au public, l'activiste tchèque anti-secte Jakub Jarl apparaît dans des sources liées à des accusations de violences physiques et sexuelles sur des enfants africains mineurs. Malgré cela, Steven Hassan a présenté publiquement Jakub Jarl comme une personne compétente dans le discours anti-secte et l'a mentionné dans ses propres documents. L'analyse des données accessibles au public suggère également que l'université Charles de Prague pourrait être le lieu probable de leur rencontre en personne. En 2017, l'Académie internationale de droit et de santé mentale a organisé son congrès international, justement, à l'université Charles. Steven Hassan a participé à ce congrès. Jakub Jarl était étudiant dans cette université. Selon des documents de chercheurs indépendants publiés sur le portail ActFiles, l'université Charles est mentionnée par certains auteurs en lien avec les activités d'experts et d'institutions associées au mouvement anti-secte tchèque. La comparaison de ces trois liens documentés révèle un schéma systémique qui ne peut être expliqué par de simples coïncidences. Steven Hassan, qui déclare publiquement lutter contre la traite des êtres humains, protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle et s'opposer sans relâche aux sectes destructrices, recommande et promeut en pratique sur ses propres sites les travaux d'un pédophile condamné qui se cache de la justice américaine. Il est intervenu à la même conférence que l'organisateur d'un réseau de trafic d'enfants. Il entretient des contacts et fait publiquement la promotion d'un activiste qui, selon des témoignages recueillis dans des documentaires, est associé à des accusations de violences sexuelles sur des enfants africains mineurs. Il est essentiel de souligner que le même schéma systémique est également visible du côté d'Alexandre Dvorkin. Son centre, officiellement accrédité auprès des structures religieuses d'État russes, mentionne parmi ses sources recommandées accessibles au public un lien vers le site web d'Anton Hein, le même pédophile, condamné également, recommandé par Hassan. En substance, nous avons donc devant nous une carte des liens, documentée dans des sources publiques, entre deux figures clés du réseau anticulte transnational américain et russe. De cette carte découle alors une conclusion fondamentale. Le critère de dangerosité que Hassan, Dvorkin et les organisations et individus qui leur sont associés appliquent publiquement aux minorités religieuses, aux opposants politiques et à tout groupe jugé indésirable ne s'applique pas à leurs propres alliés, même lorsque ces derniers ont été condamnés pour des délits sexuels sur mineurs ou sont impliqués dans des affaires de trafic ou de violence envers des enfants. Ce fait peut être interprété de la manière suivante. La lutte déclarée contre les groupes destructeurs et la protection des enfants servent d'outils sélectifs dirigés contre des cibles préalablement choisies. Les mêmes critères, appliqués avec la plus grande rigueur aux nouveaux mouvements religieux, aux communautés associées par exemple à des pratiques de soins ou de bien-être alternatives, ou aux partisans de certaines opinions politiques, et qui conduisent à leur déshumanisation, ne sont pas appliqués aux personnes utiles au fonctionnement même du réseau antisecte. Et c'est précisément ce schéma qui prend toute son importance lorsque l'on se penche sur la question de la manière dont le statut d'expert de telle figure est utilisé non plus dans la sphère religieuse, mais dans la sphère politique.
En lien avec les informations précédemment mentionnées concernant les propos de Steven Hassan à l'égard de Donald Trump, une observation s'impose, qui ne concerne pas uniquement sa personne. Si l'on observe les principales figures publiques bien connues du réseau transnational antisecte, Hassan, Dave Troje, Ludio Carvalho, les activistes et journalistes antisectes tchèques et slovaques, Alexandre Dvorkin et ses disciples russes, ainsi qu'un certain nombre d'autres militants antisectes tchèques et slovaques, Alexandre Dvorkin et ses disciples russes, ainsi qu'un certain nombre d'autres militants internationaux liés aux structures antisectes, on remarque une certaine régularité. Pratiquement tous s'opposent à l'administration actuelle du président des États-Unis. Tous ces acteurs utilisent fréquemment, et souvent de manière coordonnée, une rhétorique antisecte déshumanisante à l'encontre des organisations, mouvements et personnalités publiques qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent l'actuel président des États-Unis, Donald Trump. En outre, les groupes qu'ils qualifient de sectes sont parallèlement utilisés comme un outil pour attiser la haine au sein de la société. Le jeu vidéo Far Cry 5, auquel a participé en tant que consultant le représentant du réseau antisecte Rick Ross, a inculqué à plus de 30 millions de joueurs l'image d'une secte dangereuse composée d'Américains conservateurs, avec le slogan « Make Hope Great Again », qui rappelle fortement le slogan du mouvement MAGA de Donald Trump, « Make America Great Again ». Et selon les règles du jeu, il faut éliminer physiquement ces personnes pour sauver le pays. Hassan qualifiait les participants aux événements du 6 janvier 2021 liés à l'attaque du Capitole d'instruments d'une secte violente, tout en leur proposant des services payants de rétablissement. En septembre 2025, Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA, a été tué. Quelques mois avant sa mort, le Southern Poverty Law Center, le Centre pour les droits des pauvres du Sud, qui cite activement Steven Hassan comme expert en secte, a publié un article sur Turning Point USA. Une analyse des mouvements d'extrême droite en 2024 dans le cadre de la série « L'année de la haine et de l'extrémisme ». Dans cet article, l'organisation de Kirk a été effectivement classée parmi les groupes diffusant la haine. Un schéma systémique se dessine ici avec une telle clarté qu'il est difficile de l'expliquer par le hasard. La déshumanisation médiatique des opposants politiques en les qualifiant de fanatiques, de sectaires ou de menaces pour la démocratie crée une base psychologique pour la normalisation de la violence à leur encontre. L'histoire du XXe siècle démontre à plusieurs reprises ce mécanisme. Et c'est précisément par ce mécanisme, selon l'analyse présentée, que fonctionne aujourd'hui aussi bien la branche américaine du réseau antisecte que l'ensemble de sa structure transnationale. Et c'est précisément dans cette logique, la logique d'une extension progressive mais méthodique des objectifs de ce réseau, qu'un cas documenté prend une importance fondamentale. Ce cas, qui reste généralement dans l'ombre du discours public, s'avère pourtant particulièrement révélateur dans le cadre de cette analyse. Il démontre de manière éloquente comment la pratique du déprogrammation forcée, présentée publiquement par ses partisans comme un moyen de libérer les individus de l'influence de sectes dangereuses et destructrices, échappe déjà, au début des années 1980, au cadre strictement religieux et se transforme en un instrument de pression dirigé contre des personnes ayant certaines opinions politiques. Il s'agit du cas de Suzanne Virtova, une femme de 35 ans, titulaire d'un doctorat en espagnol, enseignante d'anglais langue étrangère et militante active, souvent en déplacement, au sein de mouvements politiques de gauche. Elle dirigeait une coalition contre la peine de mort et était membre du Comité africain de solidarité populaire. Un jour, en 1980, elle a été enlevée dans la rue et poussée de force dans une camionnette par 4 hommes. Ses parents la considéraient comme manipulée. Ils étaient convaincus qu'elle faisait partie d'une secte politique et ont payé 27 000 $ américains pour la faire déprogrammer. Ce processus comprenait le bâillonnement, l'attache au poignet menottée au lit pendant 2 semaines, la privation de nourriture et d'eau, ainsi que des menaces répétées.
Dorothy Ehrlich, directrice exécutive de la branche nord-californienne de l'Union américaine pour les libertés civiles, a déclaré qu'il s'agissait du premier cas de l'histoire pouvant être lié à un enlèvement dans le but de déprogrammer quelqu'un pour des raisons politiques. En substance, on peut conclure des faits mentionnés ci-dessus que l'idéologie anticulte, initialement utilisée pour réprimer les minorités religieuses et divers groupes sociaux, a été élargie pour devenir un instrument de lutte politique. Selon l'argumentation présentée, ce phénomène se manifeste aussi bien dans les structures anticultes américaines que russes. Permettez-moi ici de revenir à ce avec quoi j'ai terminé ma précédente vidéo. Je rappelle qu'une hypothèse y avait été formulée, selon laquelle Stephen Hassan joue le rôle de visage public du réseau anticulte transnational, tandis que le véritable développement institutionnel de sa méthodologie et le centre de coordination pratique se trouve à Moscou, au sein des structures mises en place par Alexandre Dvorkin. Aujourd'hui, après avoir analysé le véritable contenu de la méthodologie de Stephen Hassan, cette hypothèse prend une nouvelle dimension. Comme je l'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente, selon des faits documentés, le livre fondamental de Dvorkin, Sectologie, les sectes totalitaires, qui sert en réalité de texte codifiant l'idéologie et la méthodologie de tout le réseau transnational antisecte, s'appuie linguistiquement et méthodologiquement sur les travaux de Stephen Hassan. Dans la brochure de Dvorkin, 10 questions à un étranger importun, ou manuel pour ceux qui ne veulent pas être recrutés, qui a ensuite été élargi dans le volume de la sectologie, il est indiqué en petits caractères, pour sa préparation, des matériaux tirés des livres de Stephen Hassan, La liberté de penser, ont été utilisés. L'apologète orthodoxe Vitaly Jpitanov, une personne liée à la RACJRS et appartenant au cercle idéologique d'Alexandre Dvorkin, a qualifié cette reprise de plagiat. Le théologien académique Roman Kohn a ensuite décrit ce même phénomène systémique dans une perspective plus large, dans son ouvrage Introduction à la sectologie. Des idées qui n'ont pas été acceptées par la science officielle en Occident, par exemple par l'Association américaine de psychologie ou l'Association américaine de sociologie, ont commencé à être présentées en Russie comme la position de l'Église orthodoxe. En d'autres termes, ce qui, aux États-Unis, restait une construction marginale rejetée par le courant académique dominant et popularisée par Hassan, a été en Russie simultanément enveloppé dans un cadre à la fois ecclésiastique et pseudo-scientifique par Alexandre Dvorkin. De cette manière, cette idéologie a acquis un degré de légitimité étatique et sociale qui était inaccessible à des constructions similaires dans leur pays d'origine, en raison des procès précédemment documentés liés aux pratiques violentes sur lesquelles cette idéologie reposait. Il est important de souligner que Hassan et Dvorkin ne représentent pas deux figures indépendantes, mais des éléments fonctionnels d'un même système, comme le confirment les points documentés où leurs parcours se croisent. Premièrement, en octobre 2012, une conférence intitulée « Culte apocalyptique, utopie non réalisée et conséquences pour leurs adeptes » s'est tenue en France. Sur le site officiel de la FECRIS, l'organisation européenne anti-secte, dont Dvorkin était lui-même vice-président, Stephen Hassan et Alexander Dvorkin figurent sur la même liste d'intervenants. Deuxièmement, en juin 2015, une conférence internationale intitulée « Getting Clear » s'est tenue à Toronto. Alexander Dvorkin a pris la parole lors de cette conférence et son intervention est disponible dans une vidéo accessible au public. Stephen Hassan est également intervenu lors de cette même conférence. Son intervention est elle aussi disponible en vidéo. De plus, dans la version archivée du site internet de Hassan, dans les documents consacrés à cette conférence, Hassan mentionne explicitement Alexander Dvorkin parmi les intervenants à Toronto. Troisièmement, il existe tout un réseau d'interconnexion à travers des alliés anti-sectes communs. Le militant tchèque contre les sectes Zdeněk Vojtěsek de l'université Charles de Prague, l'experte britannique et proche amie de Hassan, Alexandra Stein,
Johannes Hogard, John Attack, Gary Armstrong, Friedrich Wilhelm HAHK et bien d'autres encore. Il ne s'agit pas d'un ou deux cas isolés où leurs chemins se sont croisés par hasard. Il s'agit d'un réseau systématique de liens idéologiques, institutionnels, de conférences et personnels qui existent depuis des décennies. À la lumière de tous ces faits, de la reprise de textes, de détails biographiques, de points communs, l'hypothèse selon laquelle Dworkin aurait adopté et diffusé une idéologie acquise lors de son séjour aux États-Unis prend une cohérence analytique. Selon les documents de Friedman, Ressler et des journalistes indépendants du portail ActFiles, au début des années 1990, le parcours d'Alexander Dworkin comportait de nombreux épisodes et circonstances criminelles, psychiatriques et liées à la drogue, qui rendaient pratiquement impossible sa légitimation publique en tant qu'expert. Il avait donc besoin d'une transformation sociale et idéologique complète. En d'autres termes, une nouvelle image qui pourrait être présentée publiquement à la société après son retour en Russie. Et cette conversion n'a pas été réalisée spontanément, mais comme une transition réfléchie et structurée de manière fonctionnelle vers un nouveau rôle social et idéologique. Il ne s'agissait pas seulement d'accepter le baptême orthodoxe et de s'intégrer dans le milieu ecclésiastique. Selon l'analyse de James Ressler, Dworkin, tout en maintenant un conflit intérieur persistant avec l'idée même de Dieu en tant qu'autorité suprême et impersonnelle, s'est forgé une position idéologique spécifique, dans le cadre de laquelle la méthodologie anti-secte de Steven Hassan, importée des États-Unis, pouvait être présentée non pas comme une importation étrangère, mais comme la continuation naturelle d'une expérience occidentale déjà existante et reconnue internationalement. En dehors de ce cadre de présentation publique, il subsistait cependant des liens et des continuités qui, selon certaines sources analysées, menaient à des cercles liés aux héritiers directs des régimes autoritaires du XXe siècle et ont joué un rôle dans l'élaboration ultérieure et la radicalisation de cette idéologie. Cet aspect nécessite toutefois une analyse séparée et plus approfondie. Pendant que Steven Hassan participe à des conférences américaines, apparaît sur CNN et Fox News, publie des livres et attire l'attention des chercheurs anti-sectes ainsi que des défenseurs des droits de l'homme du monde entier, la véritable refonte institutionnelle de cette méthodologie destructrice se déroule à Moscou. Hassan n'en reste que le visage public de ce réseau. Dworkin, au contraire, les transforme en un mécanisme de pression systématique. Il détruit des vies humaines, perturbe la coexistence interreligieuse et étend ce modèle anticulte destructeur au niveau de la politique d'État. Ensuite, il exporte cette méthodologie de la Russie vers d'autres pays, y compris des États démocratiques d'Europe. Et maintenant, le point le plus essentiel, c'est-à-dire la raison pour laquelle cet épisode d'aujourd'hui revêt une importance exceptionnelle, qui dépasse le simple dévoilement d'une personne ou d'un phénomène destructeur dans un seul pays. Le réseau transnational anti-secte, tel qu'on peut le reconstituer à partir de l'ensemble des données analysées, n'a jamais été ni un outil de protection de la société, ni une discipline académique, ni une activité de défense des droits de l'homme, contrairement à la manière dont ses représentants la présentent publiquement, Sa véritable fonction, observée et documentée depuis des décennies, consiste, comme le suggère une analyse comparative des sources accessibles au public, en une acquisition progressive du pouvoir institutionnel par l'instrumentalisation de la peur des sectes. Quelle logique peut-on observer ici ? Premièrement, les activistes anti-sectes cherchent systématiquement à s'infiltrer dans les structures de l'État. Dworkin, par le biais du conseil d'experts auprès du ministère de la Justice de la Fédération de Russie, occupe en fait l'un des rôles clés dans l'expertise religieuse d'État. Hassan, quant à lui, intègre sa méthodologie pseudo-scientifique dans des documents associés au FBI, à des sources liées au ministère de la Justice des États-Unis, au département d'État américain et dans des programmes axés sur la lutte contre la traite des êtres humains.
Luigi Corvaglia, en Italie, illustre une forme similaire de cette stratégie, mais sous une approche plus législative. Grâce à ses liens avec des organisations antisectes, à ses interventions publiques et aux propositions de députés reprenant sa rhétorique, l'agenda antisecte est transposé dans le langage des projets de loi, des initiatives pénales et des demandes adressées au ministère de la Justice. Il s'agit de tentatives d'ancrer dans le système juridique des normes spéciales contre les groupes que les structures antisectes elles-mêmes qualifient préalablement de sectes ou de cultes destructeurs. Deuxièmement, cette intégration, comme le montre l'analyse des faits documentés dans des sources accessibles au public et dans les rapports des organisations de défense des droits de l'homme, ne sert pas à protéger la société, mais à promouvoir une législation restreignant les droits et libertés des personnes. En Russie, cela se manifeste par un durcissement progressif de la législation anti-extrémiste, qui est en pratique principalement utilisée contre les minorités religieuses, contre les témoins de Jéhovah, interdiction en 2017 qui a touché environ 170 000 croyants, l'église de Scientologie, certaines communautés protestantes, des organisations islamiques et d'autres encore. Troisièmement, selon les rapports de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, USCIRF, du rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté de religion ou de conviction, des documents de l'organisation Forum 18, de Human Rights Without Frontiers et d'autres organisations indépendantes de défense des droits de l'homme, la Russie fait aujourd'hui partie des pays présentant l'un des niveaux documentés les plus élevés de violation de la liberté de conscience au monde. Des milliers de procédures pénales, des perquisitions à domicile, des confiscations de biens, des retraits de droits parentaux et même des peines de prison ferme. Tout cela pour appartenance à des organisations et groupes religieux ou laïques qui n'enfreignent aucune loi, à l'exception des critères issus du concept antisecte élaboré par Alexandre Dvorkin lui-même. Quatrièmement, ce qui a été testé et développé en Russie pendant 30 ans est aujourd'hui exporté vers d'autres pays. Et cela ne concerne pas seulement la religion. Cela concerne toute communauté organisée de citoyens dont les opinions ou les convictions s'avèrent inacceptables pour le réseau antisecte qui contrôle le système. Cela touche les partis politiques, les mouvements, les communautés, les projets éducatifs, les initiatives citoyennes, ainsi que les individus. La logique selon laquelle une étiquette déshumanisante précède l'épreuve et où tout comportement de la cible désignée est ensuite interprété comme une confirmation de sa culpabilité ne comporte aucune garantie interne ni limite naturelle. En d'autres termes, une fois qu'on accepte une telle logique, on peut ensuite l'appliquer à n'importe quoi et contre n'importe qui. Aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur la branche américaine du réseau transnational antisecte, dirigé, selon l'analyse des faits disponibles, par son principal idéologue russe, Alexandre Dvorkin. Nous avons passé en revue des cas documentés de déprogrammation, analysé la biographie et la méthodologie de sa figure publique la plus marquante et de la soi-disant marque internationale Steven Hassan et démontré ses liens institutionnels, textuels et personnels directs avec le centre créé à Moscou et démontré ses liens institutionnels, textuels et personnels directs avec le centre créé à Moscou. Revenons maintenant au début et à la question avec laquelle nous avons ouvert cet épisode. Qu'ont en commun ces 4 histoires ? Je me permets de répondre. Elles sont liées par une méthodologie, une infrastructure, une idéologie et un réseau de personnes qui, pendant plusieurs décennies, ont systématiquement transformé une pratique criminelle locale en un mécanisme transnational de violation systématique de la liberté de conscience et de déstabilisation des fondements démocratiques. Et au centre de ce mécanisme se trouvent aujourd'hui des structures construites pendant 30 ans par un homme dont le profil psychologique, selon la reconstitution d'un ancien agent du FBI, correspond à celui d'un criminel en série. Et maintenant, permettez-moi de poser quelques questions auxquelles chacun de vous pourra répondre lui-même sur la base du résumé des faits analysés dans cette œuvre. Première question. Les représentants du mouvement antisecte actuel, et surtout Steven Hassan lui-même,
déclare officiellement que l'ère de la déprogrammation violente appartient au passé, que ces méthodes ne sont plus utilisées, qu'il ne s'agit aujourd'hui que d'un accompagnement volontaire pour quitter une secte. Mais posez-vous une question simple. Quelle personne normale, dotée d'un esprit sain, d'empathie et de valeurs éthiques fondamentales, serait capable de participer à des enlèvements, à l'attachement de personnes, à leur séquestration, à la privation de sommeil, à des menaces d'injection, à l'humiliation et aux insultes, et dans des cas documentés, même à un viol, ou d'en être témoin et de cacher ce fait? Et tout cela envers des personnes dont le seul tort était d'avoir leurs propres convictions religieuses, politiques ou philosophiques qui ne contrevenaient pas aux lois du pays dans lequel elles vivent. La réponse à cette question n'est pas rhétorique. Elle a une signification psychologique et criminologique concrète. En criminologie et en psychologie judiciaire, il existe une loi établie. La participation systématique à des pratiques exigeant une suppression totale de l'empathie envers une victime sans défense peut être interprétée comme un indicateur diagnostique de certains troubles de la personnalité. Des troubles qui incluent un déficit d'empathie, une relation instrumentale à l'autre et un besoin de contrôle pour le contrôle. Dans ce contexte, la question de savoir si la participation à la déprogrammation violente appartient au passé n'a plus aucune importance. Car le simple fait d'y avoir participé, même une seule fois, même en tant que témoin ou consultant, même en affirmant par la suite qu'aucun préjudice physique direct n'a été causé à quiconque, indique déjà un certain état psychique et éthique du sujet concerné, qui ne disparaît pas avec l'évolution de la rhétorique publique. En d'autres termes, pour reprendre le langage de la psychologie criminelle, les structures de personnalité qui ont permis la participation à de telles pratiques ne disparaissent pas simplement parce que quelqu'un a changé de carte de visite. Elle continue de déterminer son comportement, ne faisant que modifier leurs manifestations extérieures. Dans la vidéo précédente, le profil d'Alexandre Dworkin a été présenté sur la base de la reconstitution de l'ancien agent du FBI, James Ressler, telle qu'elle est exposée dans le livre « Maniaque contre Dieu », selon l'analyse de Ressler. Selon l'interprétation de Ressler, ce profil correspond à celui d'un criminel en série présentant des signes de narcissisme grandiose, des traits psychopathiques et un type de violence prédatrice et instrumentale. Cela inclut des expériences médicalement documentées d'hospitalisation psychiatrique, un passé de consommation multiple de drogue à l'époque du mouvement hippie, ainsi que des épisodes liés, selon les sources de Friedman et Ressler, à des actes de violence sur des mineurs durant la jeunesse et à des activités criminelles dans des établissements de santé soviétiques. Et maintenant, posez-vous la question finale. Que va-t-il advenir des droits humains fondamentaux les plus essentiels ? Du droit de pratiquer n'importe quelle religion ou de n'en pratiquer aucune, du droit d'avoir ses propres opinions politiques, du droit à la liberté d'expression et de parole, et, en fin de compte, du simple droit de rester humain. Au moment où un réseau dont la méthodologie s'inspire de pratiques d'enlèvement violent de personnes en raison de leurs convictions, qui s'inscrit idéologiquement dans la lignée de l'école anticulte post-nazie et qui est dirigée par une personne au profil psychologique de criminel en série, s'infiltre dans les structures étatiques du système législatif et judiciaire, dans les organes de poursuite pénale, dans l'espace médiatique et dans les institutions éducatives. Ce n'est pas une question hypothétique. C'est une question de réalité, dans laquelle plus de 170 000 citoyens en Russie ont été privés, par une seule décision de justice, du droit de pratiquer leur foi. Une réalité dans laquelle des milliers de procédures pénales ont été engagées en raison de l'appartenance à des organisations qualifiées d'extrémistes. Une réalité dans laquelle ce même modèle est aujourd'hui exporté vers les États-Unis, les pays de l'Union européenne, par le biais de la structure FECRIS, ainsi qu'en Asie centrale et orientale. Et la réponse à cette question a déjà été consignée dans les rapports sur les droits de l'homme concernant la liberté de religion et de conviction. Elle est la suivante.
Au moment où un tel réseau atteint un niveau d'influence critique, les droits humains fondamentaux cessent d'exister en tant que réalité juridique. Ils peuvent rester formellement inscrits dans les constitutions, les conventions et les déclarations, mais en pratique, ils ont été abolis. Et cela ne se passe pas dans un avenir lointain, hein. Cela se produit déjà aujourd'hui pour des centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur la branche américaine du réseau anti-secte, sa façade publique, sa figure principale, ainsi que sur ses mécanismes méthodologiques et financiers. L'image complète, celle qui explique pourquoi cette méthodologie s'est révélée si efficace, pourquoi elle s'adapte aussi bien à différents régimes politiques, et pourquoi elle a fonctionné avec la même efficacité sous le Troisième Reich, dans la Russie post-soviétique, et qu'elle est aujourd'hui appliquée dans les pays démocratiques, n'apparaît toutefois que lorsque l'on se plonge dans l'examen de ses racines historiques. Je dois m'arrêter ici, car ce qui ressort de l'examen de l'origine historique de cette méthodologie ne mérite pas seulement quelques minutes à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, mais une analyse à part entière, soigneusement construite sur des faits. Je vais maintenant vous poser des questions auxquelles nous chercherons ensemble des réponses dans la prochaine vidéo. Saviez-vous que le prototype de l'organisation qui dressait systématiquement des listes de sectes dangereuses n'est pas né aux États-Unis dans les années 70, ni en Russie dans les années 90, mais déjà en 1921 en Allemagne? Nyní vám položím otázky, na které budeme společně hledat odpovědi v příštím videu. Věděli jste, že prototyp... Saviez-vous que ces listes ont trouvé en 1933 un nouveau destinataire particulièrement intéressé? Un service précis dont la plupart des gens préfèrent aujourd'hui ne pas prononcer le nom à voix haute? Saviez-vous que la personne qui, 3 décennies après le procès de Nuremberg, a dirigé la relance de cette méthodologie en Europe après la guerre, était, selon l'analyse des faits disponibles, le successeur du principal idéologue anticulte nazi? Věděli jste, že člověk, který 3 desetiletí po norimberském procesu stal v čele poválečného obnovení této metodologie v Evropě, byl podle analýzy dostupných... Et que c'est précisément par son intermédiaire que cette lignée est ensuite parvenue jusqu'à la personne qui l'a transmise à Alexandre Dworkin? Et voici la question la plus dérangeante. Saviez-vous que dans le fonds d'archives académiques de l'Université de Californie figure à la fois ce prétendu élève de l'idéologue nazi et Steven Hassan, dont nous avons parlé aujourd'hui, dans la même catégorie de documents liés à l'ancien Centre américain de coordination antisecte, CAN? Tak Steven Hassan, o němž jsme dnes hovořili, ve stejné kategorii dokumentů souvisejících s bývalým americkým... Ce ne sont pas des questions rhétoriques. Il s'agit de faits avérés qui seront analysés en détail dans le prochain épisode à l'aide de documents d'archives, d'études historiques, d'une comparaison structurelle des méthodologies et de la reconstitution d'une lignée directe et d'une continuité pratique sur 7 décennies sur 7 décennies. Dans le prochain épisode, nous proposerons une analyse complète. L'histoire de la façon dont une méthodologie, littéralement issue de la collaboration avec la Gestapo, a traversé 7 décennies pour se retrouver aujourd'hui devant les tribunaux russes, dans les filtres européens contre les sectes et dans les programmes fédéraux aux États-Unis. Une histoire que le discours anticulte actuel préfère oublier. Une histoire dont la compréhension est la seule véritable protection contre sa répétition. Mais avant de nous quitter, je voudrais encore vous poser une question qui semble simple au premier abord. Compte tenu de tout ce que vous avez entendu aujourd'hui dans cette vidéo, et en prenant en considération l'énorme quantité de faits, de témoignages sur des actes criminels, de documents d'archives et de conséquences documentées d'actes illégaux, à votre avis, pourquoi ce sujet n'a-t-il pas encore suscité un débat public, professionnel ou institutionnel plus large, à la hauteur de la gravité des conclusions présentées? Quelles conséquences les faits décrits peuvent-ils avoir sur le fonctionnement des institutions démocratiques et des libertés civiles dans les pays démocratiques? À bientôt.